À présent, le deuxième livre, Le Magnificat de la pensée blanche, la fin de la barbarie et de la suprématie occidentale, un livre d'Oscar Elimbi, publié aux éditions de Midi. Oscar Elimbi, bon après-midi, merci d'être à Royal FM. Merci tout le monde et merci de m'accueillir. On sait un certain nombre de choses sur vous. Vous avez quitté le Cameroun à l'âge de 17 ans, vous êtes allé à l'extérieur. En France. Aujourd'hui, vous vivez au Canada, vous enseignez, donc vous inculquez, vous distillez le savoir. Aujourd'hui, plusieurs années après le départ pour l'Occident, vous revenez nous dire que le magnificat de la pensée africaine, la fin de la barbarie et même de la suprématie occidentale, c'est une affaire dépassée. Le magnificat de la pensée blanche, pas la pensée africaine. Blanche, oui. Blanche, effectivement. Okay, c'est dépassé. C'est une autre affaire. Si vous me permettez, je ne sais pas si ça se passe souvent, mais comme la dame l'a dit tout à l'heure, là, je pense qu'il faut juste faire des choses parce qu'on y croit. Je veux simplement, si vous me le permettez, de rendre hommage à cette dame et à toutes les femmes et au combat qu'elle mène. Vous aurez dû me faire passer en premier parce que ça m'a beaucoup bouleversé. Alors je dois retrouver mes esprits. Si jamais quelque chose ne passe pas bien, sachez que je suis encore sous le coup de l'émotion de ce que je viens d'entendre. Parce que je sais ça chez les Occidentaux. Alors mes hommages à madame et à toutes les femmes. En réponse à la question, la pensée blanche qui est en fait le complexe de supériorité que les Occidentaux, ceux qui se disent les blancs, la race supérieure, ont distillé, ont biberonné les leurs depuis maintenant, je vais dire 5 siècles. C'est cette pensée qui est arrivée à terme, c'est-à-dire qu'elle est toujours là, mais elle n'a plus de valeur. Oui. Elle est à l'envers. D'autres personnes amènent leur pensée, notamment, je vais penser de la première pensée qui est celle africaine dont vous avez cité tout à l'heure. Oui. N'allez pas vite pour moi, s'il vous plaît, j'ai un certain âge. Vous avez voulu me dévancer, mais je vous rattrape. Donc la pensée africaine qui est celle maintenant qui reprend sa place et qui est aussi l'objet partiellement l'objet du livre. La pensée blanche qui est ce complexe de supériorité qui fait que l'Africain a toujours été déshumanisé, esclavagisé, colonisé, terrorisé et tous les échos que vous pouvez prendre. Vous nous faites savoir, et d'ailleurs vous pointez Jules Ferry, lui qui pensait que c'était pratiquement un devoir pour l'Occident de venir faire profiter des savoirs à ces peuples non éclairés, sauvages. Vous dites, il s'est trompé. Non mais il ne s'est pas trompé, c'est un inculte. On se trompe quand on fait au moins un minimum de recherche et qu'on se trompe, on fait quelque chose. Mais c'est un inculte. J'ai voulu être plus poli en disant que c'était un crétin. Mais bon, certaines personnes, ça dépend comment chacun prend la chose. Dire ce genre d'ânerie, de bêtises, il faut vraiment avoir, il faut avoir ce complexe de supériorité. Lorsque vous me dites que je ne vaux rien, c'est-à-dire vous ignorez même que sans moi, vous qui êtes en train de me dire que je ne vaux rien, vous ne savez même pas qui vous êtes. Alors, lorsque je dois vous répondre, je vais faire l'effort de ne pas m'abaisser à votre niveau, mais j'ai le minimum de vous aider en vous disant que vous êtes un inculte. Oui. Alors, ce n'est pas qu'il pensait, non, c'est quelque chose de fondamental, et c'est sur cette base-là que lui et ses copains Gambetta et les autres, jusqu'à aujourd'hui, le jeune, le Blanc-Bec qui est à Paris, à l'Élysée, ont bâti le fait que moi, j'étais un objet. Mes ancêtres sont devenus des objets qui ont été codifiés dans un code noir. Vous imaginez? Il n'a pas encore été aboli. C'est toujours le cas. C'est pour ça que lorsque j'essaie de dire j'aimerais pouvoir utiliser mon manioc qui est à IDH chez ma mère à Longas par exemple, on me dit que non, il faut aller chercher des produits de je sais pas quoi qui viennent de Monsanto et ne pas faire ça. Pourtant nous avons de quoi manger, mais comment est-ce qu'on peut avoir faim dans un endroit où on peut faire la culture? Alors ce sont ce genre de choses qui m'ont amené à écrire. En dehors des violences et aussi, mais bien sûr c'est pas juste ça. Celle qui m'a fait, j'ai dit au stop, c'est mon fils. Mais je pense que vous allez y revenir. Oui. Et donc c'est beaucoup plus ce magnificat qui n'est pas en train de magnifier la pensée blanche, c'est le contraire. Alors pourquoi est-ce que vous utilisez le magnificat de la pensée blanche? Pourquoi vous utilisez un terme chrétien? Oui, tout simplement parce que vous savez, un sourd, si vous essayez de lui parler le langage des entendants, c'est de la provocation à la limite, c'est pour ne pas dire autre chose. Donc c'est pour que nous puissions nous comprendre, puisque je m'adresse à eux.
Je les supplie d'arrêter les violences. Donc je dois leur parler dans le langage qu'ils comprennent. S'ils parlent le chat, je devrais parler le chat. Si je ne sais pas le parler, je devais d'abord l'apprendre et après aller leur parler. Donc c'est leur langage. Lorsqu'ils sont venus chez nous, ils ont commencé par les Portugais ont commencé par l'ouest, en bas de l'Afrique là-bas. Ils nous ont apporté la Bible. Je n'étais pas encore né à cette époque, mais je me souviens que dans les travaux de Jomo Kenyatta, qui était le premier président du Kenya, il disait, je l'ai comme citation, hein, c'est là-dedans, il disait que lorsque les Blancs sont venus, ils sont arrivés avec la Bible. Ils nous ont demandé de prier avec eux. Lorsque nous avons ouvert les yeux, ils avaient nos terres et nous on avait la Bible. Et vous voyez que nous sommes encore pris avec cette Bible, pour laquelle eux-mêmes ils ne croient pas à cette Bible. Ils n'y croient pas. Même le peu qui est là-dedans, ils n'y croient pas. Mais nous sommes encore pris avec. Pourquoi ? Parce qu'après 5 siècles de bombardements, de racontards, de n'importe quoi, au bout d'un moment, le cerveau, il est un peu décalé. Oui. Il faut dire que ça vous a pris 10 années exactement. 13 ans à peu près. 13 ans, oui. Pour finaliser tout ceci. Non, pas pour finaliser. Il a pris 13 ans à réfléchir. 13 ans à voir des choses, à vouloir écrire. Mais mes enfants étaient encore plus jeunes. Et puis, je n'avais pas envie d'écrire vraiment. Lorsque j'ai décidé de maintenant, tout ce matériel que j'avais ramassé, j'ai décidé, je dois écrire, ça m'a pris moins de 3 mois. Moins de 3 mois. Oui, mais pour rassembler les outils. Oui, mais je ramassais tout ce qui me choquait, je vivais avec. Et c'est pour ça que je me retrouvais dans le discours de la dame tout à l'heure. Parce que lorsqu'on est terrorisé, lorsqu'on est brimé, souvent, parfois on peut même penser que peut-être que c'est normal. J'ai eu à poser la question, à dire, mais mon Dieu, pourquoi est-ce que le noir est maudit ? J'ai posé cette question à quelqu'un qui, pour moi, pouvait me répondre. Oui. C'était pas que je suis maudit, au contraire, je suis béni. Mais dans ma peine, dans ma douleur, je me suis posé ces questions. Alors, ce sont des éléments qui font que lorsque mon fils arrive, il me dit que Daddy, on m'a dit aujourd'hui que l'Irak a été bombardé parce qu'on voulait installer la démocratie. Des millions de femmes et enfants ont été tués parce qu'on voulait installer la démocratie. Je lui ai demandé qui t'a dit ça. Je pensais que c'était un copain de classe. Il me dit que c'est son enseignant. Mais mon sang n'a fait qu'un tour. Avant de retourner à l'école, à 13h, 1 heure après, je lui ai dit, c'est faux ce qu'il t'a dit. Et quand tu vas retourner à l'école, tu vas lui dire que tu viens de discuter avec ton père, et ton père a dit que c'est faux. Et voilà les éléments que tu dois lui amener. Et quand il est allé à l'école, c'est ce qu'il a fait. Et ça a changé tout, parce que tous les élèves ont su que c'était faux. Ça a fait un petit débat. Quelqu'un n'était pas content, mais je m'en tamponne. C'est le moment, ce qui me souciait, c'est que mon fils ne finisse pas comme un cancre, à écouter n'importe quelle bêtise. Vous dites que l'ignorance n'est pas un crime, mais son maintien peut l'être. Oui. À qui s'adresse l'accusation ? Oh, ce n'est pas une accusation. Je sais même pas comment je dois l'appeler. C'est quelque chose à laquelle je crois fondamentalement. Je laisse le lecteur mettre une étiquette dessus. Actuellement, et depuis 5 siècles au moins, au moins 5 siècles, les Européens, donc les Européens vivent dans le mensonge. Ils vivent dans ce mensonge qui sont supérieurs aux Africains. C'est pour ça qu'ils peuvent nous traiter comme ça se passe. Et quand ils sont en contact avec nous, nous sommes les moins que rien. Quand ils viennent ici, ils occupent des postes. Pourtant, ce sont des clochards chez eux. Je les enseigne, je forme les entreprises, je forme les chefs d'entreprise. Je fais... Mais nous savons qui ils sont. Mais vous savez, au pays des aveugles, le bon est roi, n'est-ce pas ? Nécessairement. Je ne dis pas que nous sommes des aveugles, mais c'est une image que je veux montrer juste pour vous dire que par leur force militaire, par leur domination militaire, lorsque quelqu'un pointe une arme sur vous, parce que c'est le cas. Actuellement, c'est peut-être moins le cas. C'est beaucoup plus dissimulé. Mais lorsqu'on coupait la tête de Oumiobe, lorsqu'on coupait la tête de Wanji, lorsque Moumié et les autres étaient empoisonnés, c'est ça ces armes-là qui font peur et qui font que lorsqu'on a coupé, on plante ça pour que tout le monde voit. Le prochain qui essaie de dire que je veux être indépendant, il va voir ce qui va se passer. Vous voyez, c'est ça cette violence qui accumulée avec d'autres violences ailleurs qui ont dit à un moment, je dois dire quelque chose. Parce que ces gens, dont les Occidentaux, ne sont supérieurs à rien. Et si on devait parler de supériorité, je dis que si on devait, je n'encourage pas ça, je m'estime supérieur à Jules Ferry. Pourquoi ? Mais c'est simplement parce qu'avant que Jules Ferry n'existe, j'étais là. Oui. Je ne me prends pas pour Jésus, on s'entend. Donc, oui, mais c'est très important. Je ne me prends pas pour Jésus, mais je veux dire dans le sens où, lorsque l'étincelle divine a été placé sur une âme, sur un corps qui est ce que nous sommes, peu importe les dégradations scientifiques qu'on peut lui donner, c'était sur un noir. Oui. Et si aucun noir n'était sorti d'Afrique, il n'y existerait pas un seul blanc sur la terre. S'il y a une personne qui écoute,
quel que soit son niveau d'études ou d'intellect, je ne sais pas comment vous appelez ça, qui vienne me le prouver. Moi, je peux dire que Cheikh Anta Diop l'a dit, le professeur Yves Coppens l'a dit, et tellement de chercheurs de bonne foi, de scientifiques de bonne foi l'ont dit. Alors, je crois beaucoup plus à Cheikh Anta Diop, à Kalala Omotunde, à Oumiobe et à tous les autres, puisque je ne peux croire à Jules Ferry. Oui. Il faut dire que non seulement vous avez présenté tout à l'heure les éléments qui vous ont poussé à écrire ce livre, il y a d'autres aspects. Comment est-ce qu'on tient le discours selon lequel l'Occident, ce n'est pas je vais dire que l'Occident n'est pas au-dessus du Noir ou de l'Afrique ou de l'Africain, dans la mesure où récemment, pour coller un peu à l'actualité, un chef d'État américain a pratiquement décidé qu'on a pêché le président du Venezuela chez lui. Rien ne s'est passé. On a juste vu des dénonciations. C'est eux qui tiennent toujours ce qu'on appelle entre guillemets la communauté internationale, l'ONU et tout le reste. Quels sont les éléments sur lesquels on peut se baser pour dire que cette hégémonie occidentale est terminée? Vous me surprenez un tout petit peu parce que j'ai l'impression que je suis en train de parler avec un diplomate. Dans votre question, vous dites qu'on l'a soutiré, mais c'est du kidnapping, c'est du banditisme. Oui. Il y a eu enlèvement d'un chef d'État en exercice. C'est du kidnapping. Enlever, c'est encore tout doux. Non, mais c'est du banditisme, mon cher monsieur. Ce sont des bandits. Ce sont des personnes qui volent, c'est des voleurs. Et ils sont contents de le dire. Ce monsieur qui a fait ça, il a dit, bon, qu'est-ce qui peut faire que je dise que c'est fini, ou bien pourquoi est-ce que je peux dire qu'ils ne sont pas supérieurs à nous? Écoutez, regardez les pyramides d'Égypte. Jusqu'au moment où je vous parle, ils ne savent pas comment ça a été construit. Vous savez combien de pyramides il y a? Les mathématiques qui ont fait ça, de temps en temps, ils essaient de montrer qu'ils savent quelque chose. Ils parlent du pi, l'angle mathématique. Là. Ils lancent des petits mots pour montrer qu'ils savent quelque chose. Maîtrise. Ils ne savent pas combien ça a été. Mais ce sont des Noirs qui ont fait ça. C'était des pharaons, c'était des Égyptiens. Ils venaient du Soudan et d'Éthiopie et d'ailleurs. Donc ce sont des Africains. Mais comme dans cette nature, dans ces incarnations dans lesquelles nous vivons, chaque chose a une fin. Tout est cyclique. Un jour vous êtes en haut, demain vous êtes comme le produit. Ceux qui font de l'économie, ils savent que toute chose, l'économie produit un cycle. Il monte et il est stable et puis il descend et au bout d'un moment, il remonte s'il est toujours là. Ou si c'est autre chose qui prend la relève. Donc le fait qu'à un moment, nous avons perdu cette connaissance et ce contact avec l'Égypte qui était tombé, nous nous sommes éparpillés un peu partout. Donc on parle de la tour de Babel. La tour de Babel, on parlait de l'Égypte. La Bible dont nous lisons aujourd'hui, c'est pas la Bible des Éthiopiens. C'est du plagiat. Okay? Mais rien que le peu qui est là-dedans, là, c'est déjà assez. On pourrait bien s'en sortir si on le respectait. Comme nous avons perdu un peu nos repères, nos références, celui qui domine militairement, je précise, uniquement militairement, va vous dire que vous êtes un chien et vous allez dire que oui, je suis un chien. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas mourir. Tout le monde n'est pas Oumiobe. Tout le monde n'est pas Thomas Sankara. Tout le monde n'est pas tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour ce combat-là. Alors, comme je connais mon histoire, comme je me repère à mes ancêtres, comme je crois beaucoup plus à ceux qui ont expliqué ce qui s'est passé avant, alors je vois qu'aujourd'hui, un pays qui se dit le pays le plus fort du monde, qui ne l'est pas absolument, en tout cas qui ne l'est plus, sauf à des gens comme nous ici à qui on donne n'importe quelle sorte d'image, qui ne sont pas vraies, doit maintenant aller voler dans la mer, comme des pirates, doit aller kidnapper quelqu'un d'autre chez lui. Pourquoi? Parce qu'il a corrompu les gens qui étaient autour. Vous imaginez ça? Alors quand quelqu'un fait ce genre de choses, ceux qui essaient d'étudier la chute des empires, ce sont des pratiques de chute des empires. Quand vous arrivez à votre fin, vous résistez à ce qui arrive, alors vous allez faire des actions pour montrer que vous êtes toujours là. Un peu comme une poule quand on coupe la tête. Je précise, je suis un végétarien. Je n'encourage pas qu'on ait coupé les têtes des poules. Donc, quand vous avez coupé la tête d'une poule et que vous la lâchez, tout de suite, elle est encore en train de gesticuler. Oui. Mais c'est fini. La tête ne viendra plus se replacer sur le cou. C'est terminé. C'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement. Et on a la preuve. Je peux vous donner juste deux. L'Ukraine, le Venezuela et même partout ailleurs. Maintenant, ils ne peuvent plus se lever et dire je m'en vais bombarder telle personne à tel endroit. Pourquoi? Parce que ces personnes ont du soutien. Et je prends le meilleur de tous. C'est l'AES. Qui pouvait imaginer que un adolescent de l'Élysée allait supplier un jeune homme de 37 ans pour venir retourner là-bas?
Je parle du capitaine Ibrahim Traoré. Qui pouvait imaginer ça s'il n'avait pas du soutien? Là-bas, de ce côté, il y a ce qu'on appelle l'éveil des consciences, peut-être le réveil africain. Oui. Mais au-delà de ce moment ou de ce mouvement prompt, il faut bien planifier quelque chose sur le long terme. C'est-à-dire que l'Afrique demain, il faut penser l'Afrique. Il faut penser des grandes stratégies qui vont permettre aux États de mieux se développer, de mieux être accomplis. Comment est-ce qu'on arrive à passer du sursaut d'orgueil à l'établissement d'une véritable, je ne veux pas dire encore suprématie, mais à la gestion. À retrouver ce que ce serait prétentieux de ma part si je vous disais que je sais comment il faut le faire. Mais je suis sûr d'une chose, j'épouse exactement les réponses de la collègue, ma soeur qui est passée au départ. Il faut commencer quelque part. Il faut commencer par éveiller les esprits, décoloniser les esprits. Parce que 500 ans, 5 siècles de colonisation, d'esclavage, de terrorisme, mais ça a bousillé tous les repères que nous avions. Donc il faut maintenant bâtir ça petit à petit. Certains ont déjà commencé, comme ceux de l'AES. Nous aussi, là, nous avons aussi commencé. Mais à un niveau plus petit. Pourquoi? Parce que les défis ne sont pas exactement les mêmes. C'est pour ça que je ne peux pas critiquer ce qui se passe ici ou ailleurs, mais je peux par exemple dire ce que tout le monde voit. Nous pouvons le faire et nous devons le faire. Nous n'avons pas le choix. Ça prendra beaucoup de temps. On ne peut pas refaire ou rebâtir quelque chose qui a pris des siècles à faire. Et c'est pour ça qu'il faut louer ce qui se passe dans l'AES et espérer que ça va contaminer les autres. Et ça va le faire, je peux vous le dire. Parce que mon livre, quand je vous dis, j'ai pris 10 ans, j'ai des affaires, je disais par exemple il y a 5 ans que l'ONU va disparaître. L'OTAN, il va disparaître. Et il va disparaître de plus en plus. Quand j'entends le vice-président de la Russie qui dit quelque chose que je disais à des gens il y a 5 ans, je pense que je suis dans la bonne voie et parce que ça va disparaître. Alors peut-être quelques concepts. Le racisme. Si j'ai dit racisme, qu'est-ce que vous dites? Je dis stupidité. Pas que vous êtes stupide, s'il vous plaît. C'est le concept qui vous pose un problème. Il ne veut rien dire. Il ne signifie rien. C'est un... Vous voyez, vous ne voulez pas que l'enfant mange la cuisse de poulet. On nous a fait ça quand on était petit. Okay? Alors vous lui dites que, mais tu sais, la cuisse de poulet, si tu manges cette partie-là, tu vas avoir des boutons, n'importe quoi, pour faire peur au petit. Tu ferais mieux de manger le petit pied, là où il va se fatiguer à essayer d'arracher les petites peaux ou quelque chose comme ça. C'est un peu exactement la même chose. Pour ne pas utiliser le mot ou le concept qui correspond à ce qui se passe, à ce qu'ils font, qui est la suprématie. Ils ont financé, et ils financent encore un concept qui est vide de sens. Il ne veut rien dire, c'est un leurre. Parce que pour que je sois raciste vis-à-vis de vous, il faut que vous soyez d'une race différente de la mienne. Or, sur cette terre, ceux qui ont travaillé dessus, des experts, il n'y a qu'une seule race, la race humaine. Alors, si je suis raciste vis-à-vis de vous, ce n'est pas parce que je suis raciste, c'est parce que j'ai un complexe de supériorité sur vous par rapport à votre peau, par rapport à votre religion, par rapport à votre orientation sexuelle, etc. Donc, il y a tellement... Tout le monde dit la même chose. Le même exemple, vous pouvez le prendre avec ceux qui disent que les Américains. Mais les Américains, ce sont des États-Unis, ce n'étaient pas des Américains. Je suis Américain, les Canadiens sont des Américains, les Américains ici sont des Américains. Mais les gens répètent des choses par paresse intellectuelle. Alors, le racisme n'existe pas et des enfants de 6 ans sont arrivés à cette conclusion à Montréal. À côté de ça, il y a la fierté naître. Qu'est-ce que vous mettez dans la fierté naître? Je cite Lumumba, je cite Thomas Sankara, je cite Wumiobe, je cite tous ces gens qui sont morts, Malcolm X, je cite Martin Luther King. Ce sont des figures qui se sont battues pour que nous soyons là. Mais au-delà de ça, même avant eux, les pyramides. Nous avons existé avant tout ce monde. Je cite les empires à Mandingue, au Mali et aux alentours. Mais nous avons, quand l'Africain allait à l'école, le blanc était dans la forêt. En fait, tout au moins, les Africains qui ont traversé le détroit de Gibraltar, dont la peau était en train de changer là-bas, qui n'ont rien inventé. On n'invente pas des objets sous la glaciation. Tout à fait. Alors, pendant ce temps, il y avait la civilisation égyptienne qui était en train de... et d'autres civilisations qui sont arrivées, les Aztèques, ainsi de suite, en Amérique du Sud. Donc, vous voyez, lorsque je dis un peu de fierté, je suis en train de dire aux miens, parce que ça s'adresse aux Africains, oui, ils ont fait ça. Oui, voilà, ils nous ont esclavagisés, mais vous devez être fiers. S'ils ont réussi à nous esclavagiser, c'est parce qu'à un moment, ils nous ont dominés militairement. Si vous mettez, je donne toujours cet exemple, 100 Africains ici, vous mettez 100 Européens ici, on dit top, combat. Je ne donne pas 2 minutes, il n'y a plus d'Européens. Mais si vous ajoutez l'ingrédient des armes dedans, les Africains ne fabriquent pas des armes. Je ne donne pas 30 secondes, il n'y a plus d'Africains. Donc, si vous dominez quelqu'un, c'est parce que vous avez
le pouvoir militaire. Donc toute personne qui s'en est sortie sur cette terre jusqu'à présent ne s'en est pas sortie parce que l'autre en avait assez. Que le colon en avait. Non, c'est parce qu'il a réussi à le combattre et à le vaincre et à le chasser. Donc je dis aux miens, écoutez, oui, nous sommes rendus à oublier nos langues, nous sommes rendus à oublier nos religions, nos traditions, parce que l'autre, le colon nous a dit que c'est pas bon, c'est plus bien, et il va nous amener un Jésus aux cheveux blancs et aux yeux bleus. Et nous sommes pris avec ça. Alors je leur dis non. Ça ne va pas créer polémique. Mais ce dernier aspect. C'est le cadet de mes soucis. C'est le cadet de mes soucis. Tout ce qui m'intéresse, c'est la vérité. Oui. Et Gandhi disait, la vérité, même si elle n'est dite que d'une personne, ça reste la vérité. Alors si je dis, je le dis, et vous voyez, c'est un peu prétentieux de ma part. Pourquoi? Parce que les vraies personnes qui ont travaillé là-dessus, qui sont morts pour ça, l'ont déjà dit. Je ne fais que répéter ce qu'ils nous ont dit parce qu'on ne veut pas les écouter. Alors à travers ce livre, vous allez lire des discours des personnes qu'on n'aurait jamais pensé qu'on va les lire. Par exemple, la Piro. Oui. Il est là au complet, par exemple. Donc oui, les gens vont interpréter ce qu'ils veulent. Vous savez, nous sommes comme des livres. Chacun lit et interprète à sa façon. Est-ce qu'il peut y avoir une culture universelle? Parce qu'en ce moment, on voit bien qu'on tend à vouloir imposer des façons de faire d'ailleurs, ici, en se disant que nécessairement, tout le monde doit se montrer plus ouvert à ces questions-là. Quand je parle, je vous ai vu parler des questions de transgenre, je vous ai vu parler des questions d'homosexualité dans votre livre. Est-ce qu'on devrait chercher à imposer en réalité ce qui est pratiqué ailleurs aux Africains? S'il vous plaît, non. Et que ce soit aux Africains ou à d'autres communautés, non. Ce qui est d'universel, je pense que l'amour, selon ma foi, selon ma croyance, l'amour qui est Dieu est universel. Oui. Et j'espère et je rêve que ce soit universel. Mais quant aux pratiques, quant aux foi, chacun a sa façon de voir les choses. Et il faut respecter chacun dans sa foi, dans sa façon de voir les choses. De par l'éducation que j'ai reçue, Dieu habite dans tous les êtres. Nous sommes créés tous à son image. Donc, qu'on soit leurs affaires des Occidentaux, là, les mots là, j'aime pas trop prononcer ça parce que homosexuel. Mais vous l'avez quand même écrit. Oui, je me suis obligé. Mais bon, alors qu'on soit, parce que nos jeunes sont en train de les écouter et je veux pas qu'ils ils en ont assez avec la télévision. Bon, disons que l'homosexualité, pédophilie, toutes ces histoires qui sont des choses décadentes. Et décadents par rapport à ce qu'eux-mêmes nous ont apporté dans leur propre Bible. Donc, si maintenant ils nous ont dit ces choses ne sont pas bonnes, et maintenant, enfin, ils nous ont dit ça avant, et maintenant ils nous disent, du coup, c'est devenu des valeurs universelles. Mais c'est de la décadence. Ce n'est pas une insulte que de dire ça. Oui. Alors, moi, je suis pour respecter chacun dans ce qu'il a envie de faire. Mais à partir du moment où on essaye de me les imposer, le non-violent que je suis va vous dire, écoutez, je veux bien être pacifiste, mais il y a une dose. Vous gardez ça chez vous, nous, on n'en veut pas. Parce que la seule question que je pourrais lui poser s'il insistait, je lui demanderais, cher monsieur, chère madame, monsieur la race supérieure, s'il n'y avait pas une femme et un homme, est-ce que vous existerez? Certainement non. Donc, alors, si c'est non, son discours et tout ce qu'il peut raconter, je m'en tamponne, c'est n'importe quoi. Il y a plusieurs parties dans votre livre et un aspect qu'il faut quand même souligner. Vous nous faites savoir que l'Afrique est le berceau de l'humanité, ça personne ne discute. Mais c'est également le tombeau de la colonisation et même du racisme. Ce sont des affirmations. Oui, oui, bien sûr. Avant que je quitte ici pour aller en France, je n'avais jamais entendu parler du mot raciste. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Mais je savais même pas, ça n'existait pas, c'est pas africain. Dans aucune langue, nous n'avons ce mot. Donc ce sont des mots que j'ai entendus une fois que j'étais chez eux. Alors nous, étant foncièrement et intrinsèquement spirituel, c'est ma conviction, puisque l'étincelle a été mise sur le noir avant que ça aille ailleurs. Pour moi, nous devons éclairer le monde. Et si nous devons éclairer le monde, parce que nous l'avons éclairé depuis le départ, à un moment, il s'est passé quelque chose, nous avons dû faire quelque chose, parce que si la loi de la nature est comme la loi, on la sait, ben, qui que vous soyez, ben, vous devez payer. Alors certainement, nous avons fait quelque chose au cours de l'histoire qu'aujourd'hui nous sommes en train de payer. Mais ça arrive à sa fin. Il faut dire, oui, allez-y. Il faut dire également que votre livre sort quand même par un aspect très important. Vous appelez, vous invitez, que ce soit les Africains, surtout, je l'espère, à la méditation et surtout pas à la vengeance. Ben c'est le but premier de ce livre. Le but premier, même l'unique. De par ma foi, de par l'éducation que j'ai reçue de mes parents, et puis de ce que finalement j'ai décidé d'opter pour, c'est que la vengeance ne nous rapportera pas tous ceux qui sont morts. La non-violence, je pense que c'est le bon chemin.
Oui. Mais non-violence ne veut pas dire continuer de le faire. Il faut se protéger. Je le dis parfois, de manière peut-être trop brute. Si vous venez vous attaquer à mon garçon à la maison, ben, je suis supposé être non-violent. Mais je peux vous garantir que si vous voulez le tuer, vous irez à la tombe le premier. Oui. Pourtant, je suis supposé être non-violent. Ce n'est pas de la violence de ma part, c'est de l'autodéfense, tout au moins le self-defense. Alors, en donnant cet exemple, je vais juste montrer que il y a tellement de souffrance. Ils en ont tellement fait. C'est leur nature. Nous devons leur donner une autre façon de voir les choses en tant qu'Africains. Omotunde disait que les Africains sont le seul peuple qui, même malgré tout ce que vous leur faites, quand vous venez chez eux, ils vous embrassent. C'est vrai, hein? Et c'est toutes ces choses qui les ont fait croire que nous, ils peuvent venir faire n'importe quoi. Non, le temps d'assumer, de payer ce que nous avons fait avant est terminé, et maintenant, c'est eux qui sont à genoux. Oui. Alors je demande que ce n'est pas parce qu'ils sont à genoux maintenant qu'il faut en profiter pour les écraser. Parce que ça va nous mettre du sang sur les mains. Ça va salir notre esprit. Or, nous voulons éclairer les choses. Donc, nous ne devons pas nous venger, nous devons partir de là, nous reconstruire. Plutôt que de dépenser de l'énergie à créer un nouveau cycle de violence. Et c'est ça, je suis très sincère quand je dis ça. Pour terminer, pourquoi faut-il lire absolument le livre Le Magnificat de la pensée blanche, la fin de la barbarie et de la suprématie occidentale? Mais avant, d'abord la pub. Il est 16h. Avec Orange, c'est 50 voyages tout frais payés pour le Maroc à gagner. Pour en profiter, souscris à Orange Bonus au dièse 111 étoile 1 dièse ou via l'application Max It. Orange est là. Oscar Elimbi, pourquoi est-ce qu'il faut lire ce livre, celui-ci en particulier? Pourquoi il faut le lire? Je dirais pas il faut le lire. Pourquoi il serait bien de le lire? Parce que si je dis il faut le lire, j'impose. Or, oui. je veux qu'on m'impose rien du tout et je le fais pas. Suggérer. Voilà. Parce que j'ai la conviction que les choses iraient mieux, surtout pour nous Africains, si on ne se comportait pas comme eux. Ceux d'entre nous qui sont restés dans leur bêtise de religion chrétienne, on a lu dans leur Bible que quelqu'un a dit là-dedans, aimez même vos ennemis. Donc, c'est vrai. Mais pour pouvoir faire un tel exercice, après avoir subi 5 siècles de souffrance, il faut que vous ayez un autre niveau de conscience. Et c'est la méditation qui permet de le faire. Ça va permettre de voir que la lumière qui est en moi, le Elimbi, c'est la même lumière qu'il y a entre le jeune Macron qui continue à me bombarder partout. Et si je vois que c'est la même lumière qu'il y a entre nous, mais en fait c'est moi. Si je tue Macron, ben je tue moi-même. Alors, j'ai pas envie de me tuer. Bon, certainement, certaines personnes se suicident, mais ça, c'est une autre problème, c'est une autre affaire. Là. Donc, la méditation va faire que si je ferme mes yeux et que, avec la grâce de Dieu, je vois la même lumière chez celui qui m'a opprimé pendant tout ce temps, ben, ça aiderait à ce que je ne pense pas à me venger. Et c'est cette invitation que je fais à ceux qui étaient là fort hier, qui sont maintenant à genoux, et à ceux qui sont maintenant debout, dans le chant de Marie, à sa sœur Elisabeth, le chant du Magnificat. Merci Oscar Elimbi d'être passé à la radio. Merci d'avoir échangé avec nous autour de votre livre. Je vous remercie et je remercie tous vos auditeurs et vous-même. Et je souhaite que votre station aille un peu de plus en plus haut. Merci. Merci également à Gertrude Aubinan qui était la toute première invitée de cet après-midi. Merci Jean-Jacques. Mesdames et messieurs, la suite c'est dans quelques minutes.